Est-ce qu'on en fait trop avec le vocabulaire de l'urgence? Est-ce qu'à force de crier au loup dans tous les domaines, dette, questions sanitaires, protection de la planète, plus personne n'y croit, comme dit la fable? L'urgence exigerait-elle de la prudence dans son invocation pour demeurer un stimulant majeur, une émotion vraiment politique, susceptible de nous mobiliser largement? Mais la position opposée existe aussi. Et si on n'en faisait pas assez à propos des urgences du moment? Et si seules les urgences parvenaient à nous mettre en mouvement? Et s'il fallait donc absolument faire comprendre et ressentir des urgences trop souvent sous-estimées, comme celle de la crise climatique, sans quoi il sera trop tard pour agir efficacement? Bonjour Marie-Noëlle Ribas. Bonjour. Vous êtes, vous êtes docteur en philosophie. Votre thèse portait sur la notion d'expérience chez Aristote, Platon et Isocrate. Elle est publiée aux éditions Classique Garnier. Ce travail vous a conduite à interroger plusieurs notions aujourd'hui, celle de courage et surtout celle d'urgence, dans un collectif des éditions du CNRS qui vient de sortir sur l'urgence, un collectif dirigé par Marion Pollard et Nicolas Leméraire. Vous publiez un article intitulé « Rhétorique de l'urgence et risques existentiels ». Bonjour Christophe Bouton. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Bordeaux-Montaigne. Merci aux équipes d'ici Gironde qui vous accueillent dans ce studio de Bordeaux et permettent ce duplex. Vous êtes spécialiste des théories philosophiques de l'histoire, comme nous l'avons vu la semaine dernière, puisque vous êtes intervenu dans notre série sur la notion d'histoire. La question de l'urgence vous occupe beaucoup. Vous avez publié au Seuil « L'accélération de l'histoire des Lumières à l'Anthropocène » et aux éditions du Bord de l'eau, le temps de l'urgence. Et bonjour Julien Lemauff. Bonjour Géraldine Mühlmann. Vous êtes historien, docteur de Sorbonne Université. Vous réfléchissez beaucoup au rapport au temps qui caractérise les systèmes politiques. Outre un livre sur Machiavel en 2024 aux presses universitaires de France, vous avez publié une généalogie de la raison d'État au Classique Garnier et au PUF, à nouveau, un essai intitulé « L'Empire de l'urgence ou la fin de la politique ». Aujourd'hui, je signerai une série de décrets historiques. Avec l'ensemble de ces actes, nous commencerons la restauration complète de l'Amérique et la révolution du bon sens. Tout est question de bon sens. Tout d'abord, je déclarerai l'état d'urgence national à notre frontière sud. Toute entrée illégale sera immédiatement arrêtée et nous commencerons le processus de renvoi de millions et de millions d'étrangers criminels vers les endroits d'où ils viennent. En tant que commandant en chef, je n'ai pas de responsabilité plus élevée que de défendre notre pays contre les menaces et les invasions, et c'est précisément ce que je ferai. Nous le ferons à un niveau que personne n'a jamais vu auparavant. Ensuite, je demanderai à tous les membres de mon cabinet d'utiliser les vastes pouvoirs à leur disposition pour vaincre l'inflation record et réduire rapidement les coûts et les prix pour les Américains. La crise de l'inflation a été causée par des dépenses massives et l'escalade des prix de l'énergie. C'est pourquoi, aujourd'hui, je déclarerai également l'état d'urgence énergétique national. Nous allons forer, forer, forer. C'était un extrait du discours d'investiture de Donald Trump du 20 janvier 2025 avec la voix de notre producteur délégué Nassim El Kabli. Au cœur de ce discours, vous l'avez entendu, 2 fois l'expression « urgence nationale » est employée, « national emergency ». Écoutons cependant, par ailleurs, une de ses plus évidentes opposantes sur le terrain écologique mondial, Greta Thunberg. Écoutez son emploi à elle également du mot urgence, c'était en 2019 à la COP25 de Madrid. Je crois toujours que le plus grand danger n'est pas l'inaction. Le vrai danger, c'est quand les dirigeants et les patrons font croire que des actions sont en cours, alors qu'en réalité, presque rien n'est fait, à part de la comptabilité et des opérations de communication. J'ai eu la chance de voyager à travers le monde. Selon mon expérience, l'absence d'une prise de conscience est la même partout.
en particulier chez ceux qu'on a élus pour nous diriger. not the least amongst those elected to lead us. There is no sense of urgency whatsoever. Il n'y a absolument aucun sentiment d'urgence. Nos dirigeants ne se comportent pas comme s'il y avait une urgence. En cas d'urgence, vous changez votre comportement. If there is a child standing in the middle of the road, S'il y a un enfant debout au milieu de la route et que des voitures arrivent à toute vitesse, vous ne détournez pas le regard parce que c'est trop gênant. Vous vous précipitez immédiatement et vous sauvez cet enfant. Et sans ce sentiment d'urgence, comment nous, le peuple, pouvons-nous comprendre que nous faisons face à une crise ? Et si les gens ne sont pas pleinement conscients de ce qui se passe, ils ne peuvent pas exercer de pression sur ceux qui sont au pouvoir pour les faire agir. Et sans pression de la part du peuple, nos dirigeants peuvent se permettre de ne rien faire du tout. Marie-Noëlle Ribas, l'urgence est partout dans les discours du moment, dans tous les camps politiques. Vous qui avez travaillé sur les anciens, les rhéteurs, les hommes politiques grecs et romains d'ailleurs, que vous connaissez aussi, cela vous surprend-il ? Cette rhétorique de l'urgence n'est pas neuve, hein. On en trouve une trace dès l'Antiquité, chez les Grecs, à travers la figure de Démosthène qui appelle à lutter contre des dangers imminents pour Athènes, à savoir Philippe II de Macédoine. On trouve également une même rhétorique de l'urgence avec la mise en évidence d'un danger chez Cicéron. Donc la rhétorique n'est pas neuve. On voit par contre ici quelque chose peut-être de plus contemporain, de plus particulier à ces discours, par exemple celui de Trump, c'est la déclaration de l'urgence. Voilà, la différence peut-être, c'est que chez les anciens, on essayait d'intimer ce sentiment d'urgence dont Greta Thunberg dit qu'il n'est pas là, par l'emploi d'une rhétorique et de certains procédés. Il faut faire sentir qu'il y a urgence à réagir. Or là, vous avez un président qui s'empare justement de la notion d'urgence pour vous dire, voilà... il y a état d'urgence nationale, pas besoin de créer un sentiment d'urgence, on le déclare. Cette déclaration d'urgence est encore plus marquée peut-être dans les discours contemporains. Cela dit, elle n'est pas toujours juridiquement avec des conséquences, hein, et c'est une déclaration politique, alors que par exemple notre état d'urgence français pendant le Covid était lié à quelque chose de constitutionnel qui était utilisé, etc. Donc, quelle est la différence véritablement justement, où il nous intime le sentiment d'urgence en employant ce mot en permanence, en ayant la solennité parfois comme Trump du président, du chef de l'exécutif qui dit « je déclare urgence nationale, ceci ou cela ». C'est la rhétorique exactement comme chez les anciens, ce qui n'est pas sans conséquences politiques concrètes, certes. Alors, ça reste une rhétorique comme chez les anciens. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut parler de rhétorique de l'urgence pour labelliser ce type de pratique qui consiste par le biais de procédés oratoires à essayer de nous presser, hein, puisque le terme d'urgence renvoie au latin urgere, hein, ce verbe qui veut dire qu'on vous presse littéralement. Donc c'est une rhétorique qui déploie tous ces moyens, tous ces artifices pour nous mettre sous pression. Pourquoi ? Afin de nous obliger à reconnaître qu'il y a urgence, donc à reconnaître l'urgence et éventuellement à y réagir, mais c'est aussi une rhétorique qui vous presse pour vous donner un sentiment. Et là-dessus, il n'y a rien de neuf, hein. La pratique est toujours la même, hein, une rhétorique de l'urgence qu'on trouve chez les anciens, mais également aujourd'hui, hein, avec cette pratique qui consiste à nous la faire ressentir précisément parce qu'on ne l'a pas. C'est le discours de Greta Thunberg, hein, que vous avez mis en exergue de cette émission. Il n'y a absolument aucun sentiment d'urgence et c'est toute la difficulté, c'est qu'on a beaucoup de discours écologiques qui nous intiment à agir, à réagir vite et pourtant ce sentiment n'est pas là. Donc voilà, comment par le discours créer un véritable sentiment d'urgence, c'est ce à quoi elle s'est attelée elle-même, hein, dès le Forum économique de Davos en 2019, hein, en disant la maison est en feu, il faut absolument que vous ressentiez la peur que j'éprouve tous les jours, ressentez-la, cette peur que l'on intime par le discours, on l'a trouvée déjà chez un Démosthène. Est-ce que c'est neuf tout ça, Julien Lemauve, d'après vous ? Comme on vient de le dire, c'est vrai qu'il y a dans la rhétorique de l'urgence, il y a effectivement quelque chose de très ancien. On peut remonter à l'Antiquité, on peut remonter même aux tragiques grecs qui sont toujours une mise en scène de l'urgence et de la manière dont elle engage la collectivité.
Ce qu'on voit apparaître d'un peu différent par ce grand décalage, si on observe des discours contemporains, c'est la manière dont ces discours axés autour de l'urgence chez Trump recouvrent quelque chose qui ressort en fait de la technique de gouvernement. On est vraiment avec l'urgence sur une technique de gouvernement dont on se sert pour produire des effets. C'est là où la rhétorique, je ne dirais pas qu'elle est sans effet. La politique, d'abord, influe sur le réel. Et puis, il y a aussi, sur une déclaration comme celle de Donald Trump, des effets juridiques, parce que ces déclarations sont aussi liées à des textes qui sont signés et qui ensuite sont reconduits, d'ailleurs, année après année. Si on se souvient de ces grandes déclarations d'urgence en 2001, quelques jours après le 11 septembre, celle de George W. Bush en réaction aux actes terroristes du 11 septembre, eh bien, cette déclaration d'urgence qui entraîne des effets, notamment sur la manière des réglementations, la suspension de certaines réglementations militaires dans la hiérarchie militaire, etc., eh bien, cette déclaration a été reconduite annuellement, chaque année, par tous les présidents qui ont suivi, d'ailleurs, aussi bien Barack Obama, Joe Biden et bien sûr Donald Trump au cours de ces 2 mandats. Cette rhétorique de l'urgence, elle a donc des effets qui sont aussi liés d'abord à, je le disais en tant que technique de gouvernement, à des effets juridiques qui sont aussi liés à des illégalismes, à la manière de déborder le droit ou de se passer du droit. Et lorsqu'on entend Greta Thunberg faire appel à l'urgence, de fait, on se demande bien ce que cette urgence climatique peut réellement entraîner comme effet. C'est quand même assez simple en vérité. Si le sentiment d'urgence est partagé, souligné par nos gouvernants pour que vraiment nous le ressentions encore mieux, nous serons normalement favorables à tout un tas de mesures. C'est de la persuasion tout à fait classique. J'ai du mal à voir ce qui vous étonne. Je suis totalement d'accord sur le diagnostic lui-même, mais cet usage de l'urgence, comme je disais, qui nous a envahis en tant que technique de gouvernement et qui nous absorbe entièrement, je ne suis pas persuadé qu'elle puisse parvenir à des conséquences pratiques, normatives, qui soient au bénéfice, que ce soit du climat, de l'avenir de la planète ou de notre société en tant que telle et de son devenir. Car cette urgence, encore une fois, que technique de gouvernement, aboutit toujours à une chose, c'est à suspendre des droits, à suspendre le droit. Mais là, je crois qu'on a déjà C'est pas abordé... vraiment enfin, ça peut arriver, mais là, dans le cas, par exemple, de Greta Thunberg, elle ne va pas jusque-là. Alors, elle nous... Je ne suis pas en train de distribuer les bons et les mauvais points, Bien pas sûr. du tout. Mais j'entends, on va venir à cette question du rapport au droit. Mais bon, d'abord, nos gouvernants sont aussi faiseurs de droit, hein, et donc pour faire le droit, pour le changer, il faut créer une majorité politique. Et puis finalement, c'est avant de mal respecter le droit, ce que vous supposez. Il s'agit tout simplement de nous montrer, pour Greta Thunberg, qu'il faut bouger, quoi. Il faut se bouger. C'est plutôt ça, non, d'abord? Bien sûr, je suis entièrement d'accord, encore une fois, sur le diagnostic de fond. Il faut faire bouger les choses. La logique même de la déclaration d'urgence me paraît toujours ancrée dans cette technique de suspension. Et très souvent, ces déclarations d'urgence qui ont été faites par des collectivités publiques, notamment en Australie, au Canada et à d'autres endroits, eh bien, n'ont entraîné aucun effet réel. Ces déclarations d'urgence qui ont été faites aussi d'ailleurs par des parlements. On pense au Parlement Oui. britannique. Vous parlez du climat, là? On parle toujours Oui, du oui, climat, des oui. déclarations d'urgence climatique faites par le Parlement écossais, par le Parlement britannique, par encore une fois, des collectivités publiques et politiques n'ont réellement entraîné aucun effet. Alors que, et c'est là où je déplore que cette rhétorique de l'urgence envahisse des enjeux qui engagent l'ensemble de la société, c'est que cette rhétorique de l'urgence finit malheureusement par se retourner dans ce que Greta Thunberg a d'ailleurs dit dans son texte, c'est-à-dire il faut éviter les opérations de communication. Très souvent, elle a été réduite, cette urgence, dans son usage, y compris sur le climat, à une opération de communication, alors que l'urgence, lorsqu'il s'agit d'actes sécuritaires ou d'ambitions post-pandémiques, on se souvient, a entraîné très vite des effets, et des effets que nous avons tous ressentis. Alors, nous allons parler en effet du rapport au droit qu'engage souvent la rhétorique de l'urgence, mais pas seulement la rhétorique, les actions corrélées. Vous soulevez ce problème très tôt. Il va arriver dans notre discussion. Vous soulevez aussi
le problème, Julien Lemauve, des effets peut-être nuls, tout simplement, de la rhétorique de l'urgence, ou au contraire, donc très fort, mais juridiquement source d'interrogation. Christophe Bouton, vous êtes un spécialiste de la modernité, de son rapport à l'histoire, à la vitesse, à l'accélération. Il y a d'autres travaux avec lesquels vous discutez, avec des désaccords qu'on pourra peut-être déplier d'ailleurs, par exemple avec les travaux de Hartmut Rosa, penseur allemand, auteur d'un gros livre qui s'appelle Accélération, publié en allemand en 2004, en français en 2010. La même année a été publié Aliénation et Accélération, qui est un texte plus petit de Rosa qui explique sa démarche. Mais j'aimerais bien que vous, d'une manière générale, Christophe Bouton, vous nous disiez tout simplement si cette notion d'urgence à l'époque moderne est véritablement plus importante, plus soulignée que dans la rhétorique classique, politique, celle des anciens, celle du monde qui nous a précédés. Alors, il me semble en effet qu'il y a un changement. C'est vrai que dans la philosophie antique, le thème de l'urgence est pointé. Je pense notamment à un très beau traité de Sénèque sur la brièveté de la vie, où il critique les gens qui sont trop affairés et qui ne profitent pas de la vie, qui sont toujours occupés par mille choses. Mais je pense qu'il vise une partie de la population qui n'est pas forcément représentative de tous les individus de cette époque, des avocats, des hommes d'affaires. Il y a aussi un passage du Théétète de Platon où Socrate critique l'avocat qui parle sous la pression de la clepsydre, par opposition au philosophe qui a la scolée. Mais à mon avis, ce sont des situations plus ponctuelles. Ce qui m'a frappé pour la situation du XXe siècle, de la modernité, c'est que l'urgence, comme ce que j'appelle une norme sociale du temps, c'est-à-dire une manière un peu contrainte et généralisée de gérer son rapport au temps, a pris de l'ampleur. Alors dans le monde du travail, déjà, ça je sais que vous allez en parler dans d'autres émissions, dans la rhétorique politique, dans le monde économique, mais aussi même dans le monde des loisirs, on est souvent amené à charger son agenda et se trouver en situation de manquer de temps et de se presser. Et alors, pour revenir du coup à l'importance de la rhétorique de l'urgence en politique, je dirais on a un peu le sentiment que trop d'urgence tue l'urgence, c'est-à-dire effectivement, à force d'utiliser la rhétorique de l'urgence, qui est l'idée que tout est urgent ou alors qu'il faut accélérer aussi, le thème de l'accélération est très présent dans les discours, et bien finalement, les véritables urgences comme l'urgence climatique sont un peu noyées et entraîne un manque de réaction qui est regrettable, parce que moi je partage tout à fait le diagnostic de Greta Thunberg. Il y a une urgence climatique et il faut augmenter, développer la prise de conscience chez les citoyens. Alors c'est très intéressant cette lassitude à propos de l'inflation du vocabulaire de l'urgence, mais je pourrais vous répondre que lorsque c'est Trump qui parle d'urgence, ça a de sacrés effets quand même. C'est pas du tout vain. Ça n'est pas du tout juste un mot. Si le rapport au droit que vous soulignez, Julien Lemauve, devient problématique, bon, c'est qu'il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, peut-être qu'il se passe des choses sans problème dans le rapport au droit. Christophe Bouton, le vocabulaire de l'urgence, lorsqu'il est utilisé par nos gouvernants, est-il sans effet ? Non, évidemment, il a de l'effet. Je dirais, en fait, j'en distinguerais trois même. On peut faire une petite typologie de la rhétorique de l'urgence en politique. Je dirais d'abord que l'urgence sert à attirer l'attention. C'est un effet d'annonce. Vous avez un homme politique qui veut montrer que ce qu'il fait est important, donc il dit que c'est urgent, parce que dans le monde actuel, il y a une sorte de fausse équation, qui est parfois vraie, parfois fausse, entre urgent et important. Puis vous avez aussi la rhétorique de l'urgence du passage en force. C'est-à-dire, on dit que c'est urgent, comme ça neutralise. C'est ce que fait Trump, les débats, ça neutralise les oppositions, ça ne laisse pas le temps au processus démocratique de s'opposer, ça permet des suspensions de certaines dispositions juridiques. Et donc, il y a une logique de l'urgence du passage en force qui, du coup, a des effets extrêmement concrets et problématiques.
Et puis, vous avez aussi un discours d'urgence qui porte sur de vraies urgences. Alors, je pensais au discours de Jacques Chirac à Johannesburg de 2002. C'est là qu'il emploie cette expression « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Oui, d'ailleurs, Ah, j'ai vérifié. Non, pas le mot urgence, ça, je ne l'ai pas non, diffusé, mais effectivement, c'est la même chose. Ce qui prouve d'ailleurs, pardon, je me permets cette insiste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Marie-Noëlle Ribas, on n'est pas obligé d'employer le mot urgence pour être dans la rhétorique de l'urgence. Mais continuez, Christophe Bouton. effectivement, l'idée de Jacques Chirac, c'est qu'il faut agir le plus vite possible pour stopper la dégradation de l'environnement. Et le problème de ce discours, pour moi, c'est qu'il est très fort. D'ailleurs, il a été repris, mais il n'a pas été suivi d'effets au sens d'une politique extrêmement ambitieuse menée dans les années qui ont suivi. Il faut bien reconnaître qu'il y a un décalage entre la rhétorique de l'urgence et, pour le coup, un manque d'effet par rapport à la hauteur des enjeux. Je ne dirais pas que rien n'est fait en termes de lutte contre le réchauffement climatique, mais on a le sentiment que c'est trop lent par rapport aux ambitions, et je pense notamment après la période du texte de Jacques Chirac aux accords de Paris de 2015, de limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique. On sait que malheureusement, c'est très peu probable que ça se réalise. Donc, les réactions par rapport à l'enjeu de l'urgence climatique sont trop lentes. Elles ne sont pas nulles, mais elles sont trop lentes. Et c'est ça le problème actuellement. Alors, du coup, ça pose un problème véritablement paradoxal, que vous avez aussi souligné, Julien Lemauve. La rhétorique de l'urgence est soit sans effet, soit pleine d'effets terribles de votre point de vue. Vous dites la même chose, Christophe Bouton, notamment avec un certain irrespect des procédures légales normales. Donc, on a affaire à un objet qui ou ne produit rien ou produit trop. C'est ça, Julien Melon? C'est ça, et parce que c'est un objet qui... Alors, et c'est là où on arrive dans la spécificité de la configuration, appelons-la moderne, si on veut, de cette urgence qui est instrument politique, une urgence qui est le support d'un mécanisme de suspension du droit et de suspension des droits, et comme le signalait Christophe Bouton aussi à l'instant, des procédures démocratiques normales. Et c'est ainsi qu'il fonctionne aujourd'hui lorsqu'il s'agit, je dirais, d'urgence vraiment urgente, c'est-à-dire dont se saisissent les décideurs du jour au lendemain, tels que des problèmes sécuritaires ou sanitaires. Lorsqu'il s'agit de l'urgence climatique, on a l'impression au contraire que cette urgence est en permanence décalée, et parce qu'elle ne s'aligne pas avec cette volonté de déclarer, de suspendre et de vraiment changer les choses. La suspension, je dirais même qu'elle joue encore une fois contre les enjeux qui sont ceux de droit et de vie démocratique, c'est-à-dire contre le climat. La suspension, c'est celle qui aujourd'hui autorise des multinationales à échapper aux réglementations sur le climat, à échapper à des réglementations fiscales. En réalité, cette logique de suspension du droit, parce que l'urgence n'est qu'un des éléments de la logique de la souveraineté moderne. Cette logique de l'urgence, lorsqu'elle n'est pas alignée avec cette décision souveraine, elle aboutit en réalité à une suspension inverse. En tout cas, la logique de la suspension, elle joue contre nos intérêts, contre les intérêts du climat. Et malheureusement, l'emploi de cette rhétorique de l'urgence est sans effet pour cette raison-là. Alors, je crois qu'on va traiter les deux aspects de ce problème. Le souverain, pour employer un concept cher à la théorie politique, le souverain, c'est-à-dire la puissance de l'État qui utilise l'urgence pour pouvoir se saisir de sujets de manière très efficace, pour le coup, en suspendant les normes légales habituelles. Et puis, d'abord, la lassitude, qui est donc un autre effet qui semble étonnant, contradictoire par rapport à celui de l'efficacité du souverain. La lassitude, la résistance aussi, pourrait-on dire plus largement, à un vocable de l'urgence comme un rejet. Les raisons sont peut-être complexes d'ailleurs. Ce problème est au centre du film Don't Look Up, réalisé par Adam McKay pour Netflix en 2021. Deux astronomes veulent prévenir l'opinion américaine qu'une comète se dirige vers la Terre, va la détruire si on n'agit pas rapidement. Ils interviennent sur un plateau de télévision. Écoutez. Est souverain, celui qui décide. Oh,
J'ai entendu dire qu'il y avait un astéroïde ou une comète ou je ne sais quoi qui vous préoccupait. Quels sont les risques que ça arrive? Il y a 100% de risque d'impact. S'il vous plaît, ne dites pas 100%. Disons que c'est un événement hypothétiquement significatif. Oui. Mais ça n'a rien d'hypothétique, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Ça va vraiment se passer. On est sur du 99,78% pour être exact. Oh, génial. Ok, donc c'est pas 100%. En général, les scientifiques n'aiment pas dire 100%. Disons 70%, avançons et n'en parlons plus. Mais on est loin du compte avec 70%. Vous ne pouvez pas aller dire aux gens qu'il y a 100% de chances qu'ils meurent. On va aller droit au but. Combien ça va nous coûter ce bins? Allez, combien la douloureuse? Il y a un protocole gouvernemental en place. Des actions que la NASA peut mener. Des drones que l'on peut équiper d'armes nucléaires afin de dévier la comète et, espérons-le, changer sa trajectoire. Il n'y a pas de temps à perdre, on doit agir tout de suite. D'accord. Les élections de mi-mandat? Dans 3 semaines. 3 semaines? Alors même si l'information fuit avant, on perd le Congrès et ensuite on pourra plus rien faire de toute manière. Tout sera verrouillé. Ce timing, il faut le reconnaître, ça tombe très mal. Bien. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. On patiente et on avise. Mettons d'autres personnes sur le coup, des gens vraiment qualifiés. Et tous les deux, nous reverrons les projets de la NASA, d'accord? Bien, je vous remercie de votre confiance. J'aimerais être sûre d'avoir tout à fait compris. En fait, après toutes les informations que vous venez d'entendre, vous décidez que la meilleure des choses à faire, c'est de patienter et d'aviser. Marie-Noëlle Ribas, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi, d'après vous, cette journaliste n'entend pas ce que disent les savants? Est-ce que vraiment c'est le problème de la rhétorique de l'urgence? Est-ce que ça ne renvoie pas à d'autres problèmes? Une angoisse fondamentale, une méfiance envers les savants? Enfin, il y a peut-être plein de choses dans cette affaire, autres qu'une résistance à la notion d'urgence. Alors, dans ce passage qu'on vient d'entendre, il y a déjà une surprise qui est peut-être liée à l'écart qu'il y a entre quelque chose qu'on nous présente comme hautement probable, 100% de risque ou de chance que ça arrive, à savoir donc un danger immédiat, imminent, qui devrait appeler une réaction sur le vif, maintenant, tout de suite, et la volonté politique de de patienter à la fin. Donc déjà, il y a, je pense ici, une sorte de réaction qui pourrait celle de n'importe qui face à un danger qu'on vous présente comme manifestement hautement problématique, puisqu'on risque de tous mourir. C'est le problème du risque existentiel, hein, qui engage tout le monde et qui devrait justement amener les politiques à réagir. Et ce qu'on voit ici, c'est pas forcément la question de la défiance vis-à-vis de la parole de l'expert, même si là, il y a quelque chose qui se joue effectivement, hein, parce que le problème, on le voit dans la rhétorique de l'urgence, c'est qu'il y a une difficulté, c'est que l'urgence, elle semble, dans le cas ici de ce qu'on nous présente, être liée à la nature même de l'objet, c'est-à-dire ici un astéroïde ou quelque chose qui pourrait être hautement destructeur. Donc il y a une urgence vitale, donc ça, là, c'est pas discutable. Reste que ce qu'on doit discuter, c'est habituellement la question de savoir si on reconnaît cette urgence et si on doit réagir. C'est-à-dire qu'il y a toujours une tension dans la rhétorique de l'urgence qui consiste à admettre que finalement, il faut politiquement s'entendre sur ce qu'est l'urgence et ce que l'on priorise dans l'action. Et là, c'est typiquement avec l'astéroïde, on aurait envie de dire, il y a pas à tergiverser par rapport au climat. Ce qui est intéressant dans le cas de Greta Thunberg, pourquoi il y a peut-être alors pour nous, moi, il n'y en a pas de différence, mais pour la plupart des gens, pourquoi il n'y a pas de sentiment d'urgence? Parce qu'on se dit c'est très loin. Ici, l'astéroïde, c'est imminent. Donc on a ici une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le danger qui intime une action immédiate. Pourquoi ça ne marche pas alors, l'invocation de l'urgence? Pourquoi ça laisse cette journaliste perplexe? Alors, ça laisse cette journaliste perplexe. Alors, déjà, c'est la question de savoir est-ce qu'on peut se fier? Vous avez raison, il y a bien quelque chose de Steve sur la question de la source d'information. Est-ce que ce qu'on nous présente comme éminemment urgent doit être reconnu comme une urgence? Donc c'est ce problème de la reconnaissance. Que vaut cette parole qui me dit que c'est urgent? Que vaut la parole du politique qui me dit telle est l'urgence que l'on doit prioriser? Nous devons tous nous entendre, nous accorder là-dessus comme si c'était une évidence. Donc l'évidence n'y est pas. C'est bien la difficulté. L'invocation des vies en jeu ne suffit pas à cela. Donc ça, c'est la position de la journaliste. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce passage, ce qui me frappe, c'est on patiente et on avise.
C'est la réaction finale du côté peut-être aussi politique, hein, on patiente et on avise. Ça me fait penser, vous voyez, à ce qu'elle disait sur l'inaction. C'est-à-dire que ce qui interroge aussi, c'est à la fois cette rhétorique de l'urgence qui nous présente toujours quelque chose comme devant intimer une action, et de l'autre côté, une absence de réaction parfois. Mais c'est la sidération c'est aussi la par rapport à la sidération. catastrophe mortelle. Alors, Je crois que vous nous avez vous-même signalé l'importance de la fable de La Fontaine, Le pouvoir des fables, donc une fable qui parle des fables, hein, oui, tout à fait. dans son recueil célèbre de 1678. Il dit lui-même dans cette fable que l'orateur qui veut exciter les âmes par les figures violentes, je le cite, qui fait parler les morts, etc., etc., peut faire un flop. Alors que parfois, quand on parle de choses étonnantes, comme le fait un fabuliste, qui attise la curiosité, d'êtres de fiction et de choses comme cela, bizarrement, l'Assemblée est dans ses mains, dans les mains de l'orateur. Ça, c'est un phénomène psychologique qui est peut-être à l'œuvre dans cet extrait de Don't Look Up. Tout à fait. On pourrait même, sur ce point, renvoyer à ce que dit Aristote, qui fait donc un traité sur la rhétorique, lorsqu'il traite de la question de la peur au chapitre 5 du livre 2 de son traité oratoire. Il dit bien que le bon orateur, justement, doit user de la peur, mais ne doit pas aller trop loin. C'est-à-dire que la peur ne doit pas se transformer en panique et en sidération. Là, ça devient une affaire de rhétorique de l'urgence, et ça amène à questionner quel est le bon rhéteur, celui qui est capable justement d'instrumentaliser l'urgence pour créer ce sentiment d'urgence qu'il veut amener chez son auditoire, sans entraîner un effet indésirable qui serait non pas la mobilisation générale, mais l'inaction complète, parce que, soyons honnêtes, la peur, ça peut paralyser. Et le jeu d'Aristote, c'est de dire attention, la peur, c'est pas la panique. Donc le bon rhéteur, il est là-dessus. Alors peut-être que la sidération, le côté pétrifié face à l'urgence, eh bien c'est peut-être cela aussi l'effet que produit le souverain, l'État, lorsqu'il dit voilà, je vais agir, c'est tellement grave, tellement exceptionnel, tellement urgent que je me passe des canaux de l'action politique habituelle, je suspends le droit ordinaire. Finalement, n'est-ce pas aussi sur une forme de sidération qu'il joue le souverain, eh bien, sur cette théorie de la situation exceptionnelle comme prérogative du souverain, définissant lui-même s'il y a urgence. Nous ne pouvions pas nous passer de Carl Schmitt, 1922, sa théologie politique. Il y en aura une autre plus tard, en 1869. Là, c'est celle de 1822, dans la traduction de Jean-Louis Schlegel. Écoutez cet extrait célèbre. Souverain, celui qui décide de la situation exceptionnelle. Seule cette définition peut satisfaire à la notion de souveraineté en tant que notion limite. Car notion limite ne signifie pas notion confuse, comme dans la terminologie approximative de la littérature de vulgarisation. Il s'agit d'une notion de la sphère extrême. De là vient que sa définition ne saurait se rattacher au cas normal. Elle se rattache au cas limite. Comme on le verra par la suite, par situation exceptionnelle, il faut entendre ici une notion générale de la théorie de l'État, et non quelque urgence proclamée ou quelque état de siège. La situation exceptionnelle est appropriée en un sens éminent pour une définition juridique de la souveraineté, et elle l'est pour une raison systématique qui relève de la logique du droit. En effet, la décision de l'exception est décision en un sens éminent. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Nous parlons de la notion d'urgence cette semaine et j'ai le plaisir de le faire avec une spécialiste de la rhétorique, y compris celle des anciens, qui utilisait parfois également l'urgence, Marie-Noëlle Ribas, avec un philosophe spécialiste du rapport au temps dans la modernité, Christophe Bouton, et avec vous, Julien Lemauve, qui réfléchissait aussi au temps dans les systèmes politiques. Carl Schmitt nous rappelle que la décision est vraiment décision quand précisément elle ne découle pas d'une norme juridique, qu'elle est en quelque sorte extra
juridique et elle suspend le droit. Est-ce que l'urgence est le cas le plus classique de ce qu'il appelle la situation exceptionnelle? Alors, chez Carl Schmitt, la question d'exception et d'urgence, les deux se confondent en fait en allemand, hein. On est sur en fait une sorte d'imprécision dans l'usage des termes qui sont d'ailleurs assez interchangeables chez lui en allemand. Not, Ausnahmezustand, enfin, il utilise tout cela de façon un peu interchangeable. Donc, en fait, urgence et exception et nécessité, tout ça, ça se complète chez lui, hein. Et il faut bien comprendre que lorsque Schmitt écrit ces lignes, alors il faut peut-être rappeler un peu qui est Schmitt et qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec Schmitt d'abord et qu'il faut aussi remettre à sa place. Schmitt qui est donc un théoricien de la souveraineté dans sa forme absolue. Ce que dit Schmitt, ce n'est guère qu'un résumé de ce qu'a dit Jean Bodin dans le premier livre des 6 livres de la République, c'est-à-dire que la souveraineté, les vraies marques de la souveraineté sont que le souverain fait la loi, casse la loi, contourne la loi et manipule la loi à sa guise. Il est libre par rapport à la loi, il est legibus solutus. Il peut la faire, la défaire et avoir son espace extra-légal en quelque sorte. C'est cela, d'où le terme de souveraineté absolue. Il est effectivement legibus solutus. C'est ce principe auquel revient Schmitt dans une période qui est celle de la fondation d'un régime, qui est le régime de Weimar, qui lui-même tente de remettre de l'ordre, d'imposer son autorité après des événements révolutionnaires auxquels les sociodémocrates allemands, à l'écrasement desquels a participé le gouvernement social-démocrate allemand. Et lorsque Schmitt donc réfléchit à cette question, et notamment autour de l'article 48 de la Constitution de Weimar, c'est la question de l'exception. Dans quel cadre ou hors cadre, c'est toute la question, le souverain peut-il recourir à la notion d'exception et où s'arrête l'exception? Et donc pour Schmitt, la position du souverain, c'est simple. C'est lui qui ouvre l'exception et qui décide quand elle s'arrête. C'est-à-dire qu'il se situe effectivement dans le droit tout en étant hors du droit, ou du moins il est source d'un droit qui se produit lui-même hors du droit. Et c'est ce qu'ensuite a été largement commenté et même repris beaucoup plus récemment par Agamben sur cette position comme position, comme le dit Carl Schmitt, limite du souverain. Christophe Bouton, est-ce que vraiment la notion d'urgence telle qu'elle se donne dans les espaces politiques contemporains est destinée à réexciter, si j'ose dire, dans nos différents États, y compris démocratiques, États de droit, etc., à réexciter l'envie d'une souveraineté absolue, puisque c'est bien ça le problème avec Schmitt, c'est-à-dire d'une souveraineté, d'un État qui agirait de manière exceptionnelle, déterminée par lui. D'ailleurs, cette notion d'exceptionnalité, c'est lui qui en décide et qui lui donne sa définition, etc. Est-ce que vraiment, il faut rabattre nos problèmes contemporains autour de l'urgence sur cette tentation souverainiste au sens tout à fait littéral du mot, ou est-ce qu'on va trop vite? Alors effectivement, il y a dans l'état d'urgence un risque d'arbitraire du souverain. Je pense qu'ailleurs qu'en France, c'est une notion qui a été instaurée en plus dans le contexte de la guerre d'Algérie. Elle rappelle peut-être lointainement la dictature de salut public, donc ça fait un peu peur. Mais il me semble que en France, c'est décrété par le président de la République en Conseil des ministres, donc il n'est pas tout seul, et surtout, il y a quand même un contrôle du Parlement. Ça doit être une loi votée, du moins si l'état d'urgence dure plus de 12 jours, et le Parlement est amené régulièrement à s'interroger. Donc il existe, mais avec des garde-fous, et donc ça peut limiter les risques du décisionnisme radical à la Schmitt. Mais je voudrais mentionner une autre forme d'urgence en politique. C'est, en France aussi, c'est la procédure d'urgence pour les lois. Et oui, bien qui sûr. était prévu le dans normativisme juridique aussi, dirait Schmitt, alors même qu'il s'y oppose, c'est utiliser la rhétorique de l'urgence. C'est ça que vous voulez nous dire, Christophe Bouton? Tout à fait. C'est-à-dire que dans la Constitution de 58, il y avait une procédure d'urgence pour le vote des lois qui était prévue.
Et elle n'a cessé d'être utilisée de plus en plus. D'ailleurs, en 2008, elle s'est fait appeler procédure accélérée parce que le terme d'urgence devenait tellement galvaudé qu'il n'avait plus de sens. Mais c'est encore de l'urgence au niveau politique, c'est-à-dire que le gouvernement peut déclencher cette procédure et pour le coup, le Parlement subit. Et au lieu d'avoir 2 lectures d'un texte par les 2 chambres, il n'y a plus qu'une lecture, il y a une navette accélérée. Et cette procédure accélérée n'a cessé d'être de plus en plus employée, créant une urgence au niveau législatif qui est assez problématique. Et je crois même que le président Emmanuel Macron, dans son programme de 2017, avait dit qu'il ferait de la procédure accélérée la procédure par défaut. Donc on n'est pas dans l'état d'urgence, mais on est quand même dans une urgence politique qui sert peut-être à faire passer des lois avec moins de débats, qui peut créer aussi un effet peut-être de sidération parfois sur la population. Tout ça va très vite et qui est problématique du point de vue du fonctionnement de la démocratie. Est-ce que vous pensez, par exemple, que le retard avec lequel nous sommes en train en France de voter le budget de l'année prochaine, retard pour des raisons politiques que tout le monde connaît, on mettrait sans doute beaucoup de temps pour analyser ces raisons en profondeur. Est-ce que vous pensez que c'est un danger pour le droit ? Ou au contraire, d'une certaine manière, il y a des procédures prévues, vous venez de le dire, on va y arriver, l'exceptionnalité n'est pas du tout exclusivement quelque chose dont ne saurait s'emparer qu'un État souverain au-dessus des lois. Ce n'est pas ainsi que ça se passe. Que je sache, le président n'est pas en train d'utiliser l'article 16, qui est le grand article de notre Constitution qui lui permet d'être dans cette position décisionniste de la situation exceptionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Y a-t-il quelque chose de mal, de dangereux fait aux lois en ce moment à travers cette nouvelle urgence créée par nous, évidemment, qui est le vote du budget qui tarde, ça devient très, très urgent. Christophe Bouton. Je pense que les procédures légales sont respectées. Simplement, le problème pour moi, c'est que le temps de réflexion des députés pour voter ce budget est extrêmement réduit. On voit des députés en séance qui, dans la journée, ont 1000 amendements à examiner. Donc, je pense qu'il y a une dégradation du travail des parlementaires. Et du coup, le budget qui va être produit en pâtira parce qu'il est fait dans l'urgence pour des raisons que vous évoquez. Je pense que la politique prend du temps, qu'il y a d'ailleurs des postes budgétaires qui n'apparaissent très peu. Dans ce budget, on discute très peu de la lutte contre le réchauffement climatique, vous voyez, ce genre de choses, parce que finalement, on se contente du plus pressé et on manque de temps pour faire un budget approfondi, réfléchi, et c'est ça le problème de l'urgence. C'est un sociologue qui disait, Vincent de Gaulle-Jacques, que l'urgence, c'est la norme qui empêche de travailler normalement. Voyez, et donc on est à ce niveau-là aussi, au niveau parlementaire actuel. Et vous, Julien Leboeuf, qu'en pensez-vous de cette urgence qui semble, nous dit Christophe Bouton, être un problème politique, alors même qu'il a été créé par la politique ? C'est tout le problème de cet usage qui est à la fois rhétorique, politique et qui a des conséquences juridiques de l'urgence. Comme vous le rappeliez, concernant le budget, les procédures existent et il n'y a pas de risque en vérité que nous soyons demain sans budget national. La question est toujours de ce que le politique impose comme urgence et impose comme nécessité qui viendrait s'imposer et qui viendrait imposer ces nécessités au droit qui nous gouverne. C'est là où, d'une certaine manière, cette discussion rejoint ce que nous voyions tout à l'heure avec le film Don't Look Up. La manière dont la politique ne s'accommode pas ou refuse de s'accommoder
eh bien, d'une part d'imprévisibilité et de la possibilité d'agir dans l'imprévisibilité et de ce qui en réalité doit constituer le discours politique, c'est-à-dire eh bien, la contingence, la liberté de choisir, de mettre le choix démocratique au cœur de notre débat et la possibilité d'ouvrir en réalité des espaces. Or, l'urgence, elle vient faire le contraire. Elle vient nous indiquer qu'il y a un seul chemin qui est possible et qu'il est possible et qu'il faut l'emprunter dès aujourd'hui. Donc on est aussi sur cette question de l'imposition de temporalités différentes ou d'une temporalité qui n'est pas celle de la temporalité démocratique. Alors, puisque nous parlions de cette sidération, alors Hartmut Rosa évoque même la pétrification. On n'aura pas le temps d'entrer dans le détail de ces analyses qui sont les vôtres, Christophe Bouton, diffèrent un peu et c'est très riche, mais ce débat nous emmènerait trop loin. Puisqu'on parlait de cette sidération, de cette pétrification qui fait du mal quand même, dites-vous tous, à la politique lorsqu'on en est, quand on est rivé comme ça à l'urgence, je voudrais poser le problème du défaut d'intellectualisation que cela produit. On est dans l'émotion et peut-être y a-t-il là une certaine haine de l'intellect qui se nourrit de l'urgence permanente. C'est pas moi qui le dis, c'est Nietzsche qui est un grand penseur de plein de choses, y compris du fait que l'anti-intellectualisme est une passion destructrice qu'il honnit. Écoutez cet extrait de Humain trop humain, 1886. Ce sont peut-être les avantages de notre époque qui entraînent un recul, et à l'occasion, une dépréciation de la vita contemplativa. Mais il faut bien s'avouer que notre temps est pauvre en grands moralistes, que Pascal, Épictète, Sénèque, Plutarque ne sont plus guère lus, que le travail et le zèle, qui faisaient autrefois partie de la suite de la grande déesse santé, semblent parfois sévir comme une maladie, comme le temps de penser et le calme de la pensée manquent également, on ne pèse plus les opinions qui s'écartent de la règle. On se contente de les haïr. L'accélération monstrueuse de la vie habitue l'esprit et le regard à une vision, à un jugement partiel ou faux. Et tout le monde ressemble aux voyageurs qui font connaissance avec les pays et les gens sans quitter le chemin de fer. Une attitude indépendante et circonspecte dans la recherche du vrai est quasiment jugée une sorte de folie. Le libre penseur se voit décrié, surtout par des savants affligés de ne pas retrouver leur méticulosité foncière et leur affairement d'abeilles dans son art de considérer les choses, et qui aimerait bien l'exiler dans un coin isolé de la science. Alors qu'il a, lui, la tâche toute différente et plus élevée de commander, de sa position à l'écart, le banc et l'arrière-banc des savants et des érudits, et de leur montrer les voies et les buts de la culture. Une lamentation comme celle que l'on vient d'entendre aura sans doute un jour fait son temps et se taira alors d'elle-même quand le génie de la méditation sera revenu dans sa toute-puissance. Marie-Noëlle Ribas, c'est juste ce que dit Nietzsche au XIXe siècle. Est-ce que vous rencontrez cela dans les problèmes de rhétorique qui vous ont occupé tout au long de votre thèse, la manière dont les anciens, les Grecs en particulier, utilisaient la rhétorique? Est-ce que le but parfois du rhéteur est de geler l'intellect pour qu'on soit dans l'émotion pure? Et l'urgence pourrait être de ce genre de rhétorique, justement. Alors le but du rhéteur, c'est d'essayer effectivement souvent de court-circuiter le temps de la réflexion pour aller toucher l'émotion. C'est ce que dit Gorgias par exemple dans l'Éloge d'Hélène. Le but du rhéteur, c'est de s'emparer de l'âme de l'auditeur soit en amenant une émotion, soit en modifiant son émotion. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la recherche d'une réflexion, mais d'une réaction. Le but étant souvent d'amener à soi tout l'auditoire. Donc oui, la rhétorique ancienne, c'est une rhétorique qui travaille sur les émotions. Et actuellement, cette rhétorique de l'urgence qu'on entend très fréquemment, trop fréquemment peut-être, elle joue d'autant plus volontiers sur les émotions qu'on est dans une rhétorique, actuellement on parle beaucoup de rhétorique post-vérité, c'est-à-dire une rhétorique qui justement ne se désintéresse de la question de la réalité et de la vérité pour aller chercher la réaction et l'effet.
le discours de Trump qui a ouvert cette émission est de cet ordre, c'est-à-dire qu'on cherche, alors pas celui-ci en particulier, mais souvent les discours de Trump cherchent un effet parce que le but c'est de court-circuiter une réaction et pour provoquer de la sidération. Donc oui, pour aller dans votre sens, plus que jamais, cette question de l'affect est en jeu parce qu'il s'agit d'empêcher aussi le débat démocratique. Si Nietzsche a raison, Christophe Bouton, il avait donc raison il y a plus d'un siècle et demi. Donc il n'y a rien de neuf dans notre affaire aujourd'hui. Ah, c'est un philosophe très, très, très clairvoyant. D'ailleurs, ce texte, c'est un des premiers diagnostics critiques de l'accélération dans la modernité de Nietzsche. Il a aussi cette formule que les savants ont honte de l'otium. C'est l'idée finalement que l'accélération, la vitesse ou l'urgence, c'est problématique en rhétorique parce que ça fait appel aux passions, c'est tout à fait juste, aux émotions, mais c'est problématique aussi parce que ça enlève le temps de la réflexion. C'est-à-dire que quand on est dans l'urgence ou qu'on est face à une situation, un discours d'urgence, on vous enlève le temps de la réflexion, le recul critique, parce qu'on dit on n'a pas le temps justement de faire tout ça, il faut agir tout de suite. Et donc, le problème d'une société où l'urgence devient une sorte de norme sociale, de mode normal au temps, c'est la dévalorisation, pas simplement des savants, qu'on voit d'ailleurs dans Don't Look Up, puisque les savants qui disent une vérité, finalement, prêchent un peu dans le désert. Mais ça pose aussi le problème de la disponibilité de réflexion des citoyens. Et donc, c'est aussi inquiétant pour moi au niveau de la démocratie, parce que le principe de la démocratie antique au départ, c'est la scolée. C'est-à-dire que les citoyens qui étaient en petit nombre avaient du temps libre pour s'occuper des affaires publiques. Dans les démocraties modernes où les citoyens, c'est tout le monde, ce qui est quand même un progrès, certes, il faut que ces citoyens aient du temps et un rapport au temps qui ne soit pas pressé pour réfléchir justement aux questions politiques, que ça soit l'urgence climatique ou les retraites, qui sont des questions qui demandent du temps pour être comprises. Et si vous manquez de temps, si on est dans la pression, eh bien cette base des démocraties qui est la réflexion de la population, elle s'effrite, voire elle est court-circuitée. Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.
Et vous entendez Dr. Beat de Miami Sound Machine, 1984. Urgence, j'ai cette sensation, ce sentiment tout au fond de moi, cette fièvre que je ne peux contrôler. This fever that I can't control. Merci beaucoup Marie-Noëlle Ribas, Christophe Bouton, Julien Lemauve pour toutes vos analyses sur l'urgence et les enjeux politiques autour d'elle. Les références de vos travaux sont sur notre site. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worm. Cette semaine, il interroge la notion de système, ce que cette notion désigne dans la pensée, et il se demande en quoi les pensées systématiques appellent la critique.